François Alain, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce lieu incroyable. Oh, mais nous sommes ici chez des amis qui me sont très chers, le garage Peanuts Butter. Peanuts Butter. Alors, on avait envie de discuter ensemble un petit peu, de parler outre de la télé, de tous les projets qu'il y a eu et qu'il y aura, mais aussi revenir un petit peu sur cette passion de l'automobile. À quel moment de ta vie tu t'es dit j'aime la bagnole? Alors, je ne sais rien, parce qu'en fait, moi, j'ai pas d'antécédents familiaux. Enfin, j'avais un cousin célèbre qui était dans l'automobile, mais j'ai pas mon frère, mon père, mon grand-père n'avaient pas d'attrait pour l'automobile. Donc, c'est né petit à petit. Et en fait, je pense que, comme beaucoup de gens de ma génération, j'étais très impatient d'avoir mon permis de conduire. Donc, je comptais les jours pour avoir 18 ans, pour passer le permis de conduire et auto et moto. Parce que pour moi, l'auto et la moto, c'était vraiment le symbole de la liberté. Exactement. De pouvoir me véhiculer où je voulais, quand je voulais, comme je voulais. Et donc, quand j'ai eu mon permis, bah, évidemment, c'était la grande époque des 205 GTI. Mais je n'avais pas l'argent pour acheter une 205 GTI. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver comme voiture qui soit sympa, un brin rétro, mais déjà utilisable, entre guillemets, tous les jours. Donc, une voiture un peu moderne quand même. Donc, on était au milieu des années 80, donc il faut se resituer dans l'époque. Je suis très, très âgé. Et donc, au milieu des années 80, et donc je me suis acheté, ma première bagnole, ça a été une 204 coupé, parce que je trouvais que c'était une petite voiture française populaire, sympa. La version coupée avait en plus un look très réussi, et je ne savais pas à l'époque que j'allais faire connaissance avec la famille Beauvau et avec Paul, qui était le papa de cette voiture, qui est un homme que j'ai vénéré, et je suis devenu très copain aussi après avec son fils, Marc, qui était un bon copain aussi. Et cette voiture, pour moi, symbolisait la voiture populaire, mais un petit peu chic. C'est-à-dire qu'il y avait le coupé était un peu plus élitiste que les autres modèles, donc il y avait ce côté un peu chic, et c'est une voiture que j'ai adorée. Si bien que, l'ayant adorée, j'ai rapidement eu envie d'acheter la version cabriolet, et pendant plusieurs années, le coupé était ma voiture de semaine, et le cabriolet ma voiture de week-end. Donc j'avais un parking, donc du lundi au vendredi, le cabriolet dormait dedans et je roulais en coupé. Le vendredi soir, je switchais, je garais le coupé et je prenais le cabriolet le week-end. Ça a duré plusieurs années. Bon, puis après, ça s'est enchaîné. Auto Bianchi A112, qui a été aussi une voiture que j'ai toujours, bien sûr, mais que j'ai aussi beaucoup aimé. Oui, d'ailleurs, c'est une auto qui est assez rare. Hein. Enfin, Alors, c'est une des plus vieilles. En fait, voilà, j'ai commencé par une Abarth. Enfin non, j'ai eu d'abord une élégante. Ensuite, j'ai eu une Abarth qui est partie en baladurette ou en jupette, je ne sais plus. Et je l'ai tellement regretté, cette voiture, que quelques années après, j'ai eu l'opportunité de retrouver la même couleur, mais en super état. Donc évidemment, je l'ai achetée. Quelques années encore plus tard, j'ai eu par un copain l'opportunité de pouvoir acheter une des toutes premières. Et on s'est aperçu que c'était carrément la plus ancienne aujourd'hui connue en France. Chose assez drôle que j'ai gardée et que je pense que je garderai longtemps parce que cette voiture-là, j'y suis très attaché. Bon, puis j'ai eu Fiat 500, 2 chevaux. Et puis un beau jour, je me suis acheté une DS. Oui, alors cette DS, justement, Voilà. cette fameuse DS qu'on voit là, qui a une couleur déjà qu'on voit peu finalement, et justement qui lui va ravir. Et l'histoire de cette DS, elle est incroyable parce que, Ouais. raconte-nous un petit peu cette histoire. L'histoire de cette DS, elle est incroyable. En fait, c'est vrai que comme j'ai souvent été un peu étiqueté Peugeot, parce que je me suis occupé beaucoup de clubs Peugeot, Oui. j'ai écrit des bouquins sur Peugeot, etc. Oui, tu as écrit beaucoup de bouquins Voilà. que tu as édités, tu as écrit beaucoup d'articles dans la presse. Absolument. Depuis des années, dont Rétropassion Automobile. C'est vrai, Voilà. j'ai fait partie de la toute première équipe de Rétropassion, donc j'ai écrit dès la création du Canard. Si j'ai bonne mémoire, j'avais fait un article sur le D3A Peugeot, justement, le nez de cochon, dans le numéro 1 de Rétropassion, ça s'appelait Rétropassion à l'époque, Rétro Hebdo. Exactement. Au tout début, ça s'appelait Rétro Hebdo. Donc dans le numéro 1 de Rétro Hebdo, il y a déjà un papier que j'avais fait. Et en fait, j'ai un copain qui m'appelle un jour parce qu'il était dans un club où il avait un de ses adhérents qui souhaitait se séparer de sa collection de voitures, et plutôt en lot. Il ne voulait pas s'enquiquiner à vendre au détail. Donc j'ai dû acheter un lot dans lequel il y avait cette DS. Et lui, il était persuadé que c'était les Peugeot qui m'intéressaient, ce qui aurait pu être le cas, mais on ne peut pas tout garder. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Et en fait, il me dit, il y a une DS dans le lot. Ah bon, c'est quoi? Une DS 67? Bien. Et donc, j'obtiens la copie de la carte grise.
Et j'appelle le conservatoire Citroën où je demande qu'on m'identifie la voiture, puisque les collectionneurs savent que la plupart des constructeurs peuvent identifier les voitures de façon très précise, et on sait le jour de la sortie de la voiture, de quelle couleur elle était, quelles étaient les options, etc. Et donc, Marc-André Bieler, à l'époque, était le patron du conservatoire, me dit, écoute, voilà, dans les registres, ta voiture figure bien, il n'y a pas de souci, elle a été fabriquée à Javel, machin, etc. Elle a été livrée le 3 mai. Comme le premier était férié, on bossait pas, enfin les gens ne bossaient pas ce jour-là, donc elle a vraisemblablement été fabriquée le 2 et livrée le 3, ou voilà. Donc, à quelques heures près, on peut être sûr quasiment que c'est le 2. Et le 2 mai, c'est ma date de naissance. De la bonne année, bien sûr. De la bonne année. De la bonne année. Et fabriqué à Javel. Voilà, fabriqué à Javel, et ma maman était en train d'accoucher à la clinique de Meudon, donc à 2 km. Quoi. 2 km. Donc la voiture a été fabriquée au moment où je voyais le jour. Vous voyez le jour. Voilà, donc on a vu le jour tous les deux. Donc elle était faite pour toi, celle-là. Donc elle était faite pour moi, donc je ne pourrais jamais la vendre. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Alors en fait, la couleur n'est pas d'origine, parce que le monsieur qui l'avait avant moi, qui est beaucoup plus âgé que moi, je crois, si j'ai bien compris, avait été un peu marqué quand il était môme par la sortie de la DS en 55. Et donc il voulait avoir une DS qui ressemblait pas mal à ce qu'il avait vu au salon quand il était petit, d'où cette teinte un peu jaune tilleul, Oui. mais qui n'est pas une teinte exacte. Alors moi, c'est vrai qu'en fait au départ, j'étais pas très chaud pour cette teinte-là, et avec les années, je m'aperçois qu'elle plaît beaucoup, parce que les DS sont souvent noires, grises, couleurs qui lui vont très, marron glacé, couleurs qui leur vont très très bien, mais je m'aperçois que les couleurs un peu acidulées, un peu 60s, ça lui va très bien. Plaisent beaucoup. Alors, je suis assez hésitant entre la laisser dans cette teinte-là ou lui redonner une teinte qui est conforme au millésime 67. Et c'est vrai que dans ce cas-là, il y a une teinte qui est ressortie en 67 uniquement pour 67 pour fêter les trophées de Citroën en compète. C'est le bleu Monte Carlo. Qui est en fait un bleu plus fin années 50. Oui, effectivement. Et donc, si je dois repeindre ma voiture un jour, je pense que ce sera le bleu Monte Carlo pour être conforme à une teinte du bon millésime, mais une teinte qui fait très, très début 60s, quoi. D'accord. Et qui lui va très bien. Donc voilà, si elle reste pas comme ça, ce sera sans doute le bleu Monte Carlo. Dans les images qu'on peut voir également dans la vidéo, il y a une 304. Oui. Alors cette 304, c'est pareil. Alors pareil, moi j'ai toujours aimé les voitures populaires. Et c'est vrai que la 304, c'est un peu un coup de bol aussi. D'ailleurs, c'est le même copain qui m'avait trouvé l'Auto Bianchi qui me rappelle un jour, qui me dit, bah écoute, j'ai trouvé pareil une 304, une des premières, machin, viens voir, etc. Et puis donc là, on enlève le capot, et là, on est carrément, c'est encore, autant l'Auto Bianchi, c'est une des plus anciennes, autant la 304, c'est la plus ancienne. Elle porte le numéro de carrosserie 342, non, 243. Et donc c'est vraiment, elle a été fabriquée avant la présentation de la voiture, c'est-à-dire qu'elle fait partie des pré-séries, et elle a été fabriquée avant le salon 69, en amont, donc avant que la voiture soit officialisée. Elle a encore ses plaques de salon. Elle a encore ses plaques et tout ça, donc elle a un côté Graal, parce qu'en plus cette voiture-là n'a jamais été restaurée. L'Auto Bianchi, quand je l'ai récupérée, je l'ai fait restaurer conforme et tout, mais elle a été restaurée. Cette voiture-là, on l'a exprès pas restaurée, et quand je l'ai rachetée, ce qui me plaisait, c'est ça, c'était d'avoir une voiture totalement dans son jus. Alors j'ai changé quelques accessoires que j'avais en mieux. J'ai retrouvé les bonnes jantes, les bons enjoliveurs, les bons pare-chocs, tout ça, ça avait été un peu bricolé. J'ai même poussé le vis jusqu'à lui retrouver des pneus Michelin X145, c'était les vrais pneus de la présentation. Elle a ses petits accessoires d'époque, l'autoradio d'époque, etc. Et surtout, c'est le fait qu'elle est, c'est la plus ancienne aujourd'hui recensée au monde. Elle a été exposée à Retromobile en 2019 pour les 50 ans du modèle, comme l'Auto Bianchi qui avait été elle aussi exposée pareil la même année pour les 50 ans de la voiture sur le stand de Vintage Mécanique. Et c'est marrant d'avoir, moi j'aime bien sur les voitures avoir les toutes premières générations. Il y a souvent un charme rigolo. Oui, voilà. C'est vrai, il y a beaucoup de charme. Et dans toutes les autos que tu as eues, il t'en manque forcément au moins une. Si on devait te demander quelle est la voiture la voiture qui te manque, il y a bien une auto que tu n'as pas eue, que tu rêves d'avoir, même si c'est hors de prix. Ouais, alors, il y a toujours un truc qui fait vraiment rêver au-dessus du reste. J'ai toujours été fan des carrosseries italiennes des années 60. Je trouve que l'époque, Pininfarina notamment, mais pas que, mais beaucoup Pininfarina, dans les années 60, ils ont fait ce qu'il y avait de plus beau. Alors c'est vrai qu'évidemment, une Ferrari 275, ça reste un truc magique.
Mais de façon plus modeste, un petit cabriolet Fiat 1500 ou une 404 cabriolet, c'est aussi des autos, ou coupé, le coupé 404 que j'ai eu et que j'ai revendu. Malheureusement, avec le recul, je regrette, mais bon, j'ai eu besoin de le revendre pour racheter autre chose derrière. La 404 coupé, c'est une auto pas très répandue, Non. pas forcément très connue, et extrêmement élégante. J'adore. Oui, c'est une très très belle auto. Très très belle voiture. Et puis c'est drôle parce que comme elle a été fabriquée chez Pininfarina en même temps que les Fiat, que les Ferrari, les puristes savent qu'il y a 2-3 accessoires, notamment la poignée de lève-vitre, le clignotant avant. Il y a 2-3 pièces qui sont identiques à une Ferrari de 105 ans. Donc c'est drôle quand tu roules avec une 404 coupée de te dire ça c'est une pièce de Ferrari. C'est une pièce de Ferrari. Bon. Et alors toute cette passion, elle t'a amené forcément donc à faire de la radio, puisqu'on te retrouve chez Sud. Alors je travaille assez régulièrement avec François Sorel et Jean-Luc Moreau sur l'émission Votre Auto sur RMC. Bon, ce qui ne m'empêche pas d'aller de temps en temps papoter chez les copains à Sud Radio ou autre. Et puis, moi, c'est vrai que la voiture ancienne m'a toujours plu, donc j'ai fait un peu d'édition, un peu de presse écrite, un peu de télé, un peu de radio. Je suis multimédia en fait, c'est vrai que j'aime tout. Donc on t'a vu pas mal auprès de Dominique Chapat dans l'émission Turbo, en étant le spécialiste ancienne. Petit à petit c'est ce qui s'est produit parce que moi j'ai commencé à bosser avec l'équipe de Turbo en 98. Oui, donc je m'occupais d'une petite émission qui s'appelait Warning à l'époque, qui était le petit module après l'émission, qui était un peu le côté technique pratique. Et puis à l'époque la voiture ancienne n'était pas forcément encore très à la mode à la télé. J'essayais, Dominique s'en souvient, j'ai essayé plusieurs fois de pousser des sujets, mais j'ai pas eu un grand succès à ce moment-là. Et puis je suis allé bosser pour d'autres chaînes de télé, j'ai bossé pour différentes émissions. Et quand je suis retourné travailler à Turbo en 2009, ça doit être vers 2009, là la voiture ancienne avait commencé quand même à avoir voix au chapitre à la télé. Et là, je me suis régalé. Et après, donc petit à petit, c'est là que tu en es arrivé à ton émission. Voilà, en 2015. C'est ça. On est en 2020. En 2015, c'est ça, il y a déjà 5 ans. J'entends parler de 2 émissions en cours de création. Donc je passe les 2 castings pour les 2 émissions. Celle qui allait devenir Wheeler Dealer France et celle qui allait devenir Vintage Mécanique. Sans savoir que les 2 étaient d'ailleurs destinés à la même chaîne, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des castings pour ce genre d'émission, en général, on ne nous dit pas pour qui c'est. Il se trouve que moi, j'étais entre guillemets spectateur assidu déjà de RMC Découverte parce que le côté chaîne de télé très axé, documentaire, histoire, moi m'a toujours plu. En plus avec un peu de bagnole. Et quand j'ai su que c'était pour RMC, j'étais super content parce qu'en plus, pour moi c'était signifiant. Il y avait un côté clin d'œil qui me plaisait beaucoup. Et donc j'ai choisi Vintage Mécanique et puis voilà, depuis 5 ans, c'est une histoire formidable parce que on est toute une équipe qui est plutôt une équipe relativement stable. Les gens ont peu changé au sein de l'équipe. Donc ça c'est plutôt bon signe aussi. Oui, et puis l'audience est quand même au rendez-vous. Chaque saison. L'audience est en croissance permanente. Donc ça c'est quand même c'est rare quoi. C'est vrai que c'est plaisant parce que on est toujours avec cette envie de. Le problème c'est que les gens parfois ne comprennent pas qu'en télé, si on veut durer, il faut faire du grand public. Oui. Une émission de télé de voiture qui serait trop spécialisée n'a pas malheureusement. Oui, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il y a des mécaniques pour faire une émission de télé qui ne correspondent pas forcément à la réalité et il faut accepter que c'est un divertissement. Il faut l'accepter. Et donc parfois il faut faire des raccourcis. Absolument. C'est un divertissement, c'est ça qu'il faut bien faire comprendre. On est vraiment dans ce qu'on appelle la fiction de divertissement. C'est pas du reportage, c'est un autre exercice. Et si on veut durer, il faut que l'émission ait du succès en audience, parce qu'il n'y a pas de secret, la télé c'est comme partout. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de la pub. Pour qu'il y ait de la pub, il faut qu'il y ait du monde. Donc voilà. Alors le problème, c'est qu'évidemment, on est obligé parfois de faire du grand public. C'est parfois un peu frustrant, bien sûr, parce que dans cette émission, on joue un peu la comédie, parfois on surjoue un petit peu, il y a un peu de cinéma entre guillemets. Parfois, je suis obligé de jouer un peu l'andouille qui fait semblant de ne pas savoir ce qu'en fait je sais très bien depuis très longtemps. Mais c'est normal, c'est le principe. C'est la mécanique. C'est la mécanique de ce type d'émission. Voilà. Donc moi, je l'accepte. Bon, en plus, j'ai pas
j'ai pas de problème d'ego par rapport au fait de jouer parfois un peu l'andouille. Et c'est venu assez naturellement, même si je suis pas, moi à la base je suis journaliste, je suis pas présentateur, donc je me suis mis dans le moule. Mais c'est vrai que voilà, je me suis prêté à l'exercice et avec le recul maintenant je me marre quoi. Alors évidemment dans les critiques il y a des gens qui regrettent qu'on ne soit pas plus pointu, mais c'est vrai. C'est compliqué. Le problème, c'est que voilà, on a une émission qui aujourd'hui dépasse parfois 750 000 téléspectateurs en première diffusion, ce qui est un chiffre énormissime aujourd'hui sur une chaîne comme RMC Découverte pour une émission sur la voiture ancienne. C'est pas une émission de cuisine qui s'adresse à 66 millions de personnes. Oui, c'est quand même assez pointu, c'est pour un public. Ce qu'on appelle un marché de niche. Même si la voiture ancienne plaît de plus en plus, et c'est pas moi qui vais m'en plaindre, c'est pas la même audience que certaines émissions sur des thèmes beaucoup plus vastes. Donc aujourd'hui, on a une audience qui est assez formidable, mais on sait très bien qu'en France, les collectionneurs, c'est grosso modo 200 000 personnes. Bon. Donc si on fait une émission de 750 000 personnes, sachant qu'il n'y a que 200 000 collectionneurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus des 2 tiers des gens qui regardent l'émission, presque les 3/4 des gens qui regardent l'émission, ne sont pas des collectionneurs. Sont des passionnés. Ce sont des gens qui s'intéressent à la voiture, qui vont peut-être devenir collectionneurs, donc peut-être des futurs clients pour les restaurateurs, pour les clubs, pour la presse écrite, etc. Mais on est tous dans le même bateau. Donc si nous, avec notre émission de télé, qui a la chance, comme beaucoup d'émissions de télé, de pouvoir ramener en 1 heure une quantité énorme de gens, tant mieux. Je veux dire, c'est aussi une manière de conforter cette passion qu'on a tous et de ramener vers nous des gens qui n'auraient peut-être pas osé y aller et qui, par la vulgarisation de la télévision, se disent finalement, voilà, là, tiens, il y a, je sais pas quoi, la 4L dans la grange du grand-père, est-ce que c'est pas l'occasion qu'on la ressorte, qu'on la restaure et qu'on aille le week-end se balader, se faire des pique-niques, faire des sorties de club, etc. C'est aussi une façon de se dire que l'auto qui est tant décriée de notre société en 2020, finalement, elle plaît encore, elle attire encore du monde, et en France on a la chance d'avoir pas mal d'émissions, parce qu'il y a beaucoup d'émissions. Mais plus il y en a, mieux c'est. Et je pense qu'on est même un des pays où il y a le plus d'émissions auto. Et moi je trouve que c'est formidable. Donc voilà, c'est une diversité. Voilà, il y a les émissions d'actu sur TF1, sur M6, sur C8, il y a les émissions de divertissement principalement sur RMC Découverte et sur le câble, etc. C'est super. Je veux dire, au contraire, c'est tant mieux. Plus il y a d'émissions, mieux c'est. Mieux ça sera. Et du coup, plus de monde y aura devant la télé, plus de notre passion sera défendue. Parce qu'on est quand même attaqué de toutes parts. C'est clair. Et la télé est quand même un vecteur formidable en termes de capacité d'audience. Donc autant en profiter, on est tous dans le même bateau. Et c'est vrai que moi j'essaie de faire venir des people dans l'émission. Alors j'ai des gens qui me disent ouais les people on s'en fout machin. Bon, je peux comprendre. Dans les people, la majeure partie sont quand même des gens vraiment passionnés et intéressés. Je pense que c'est bien aussi de montrer que certains people qu'on connaît pour d'autres aspects, en tant que je sais pas quoi, chanteurs, réalisateurs, comédiens, sportifs, grands chefs, sont des gens qui parfois eux aussi sont des collectionneurs. Et c'est aussi une pierre à l'édifice, c'est-à-dire que ça permet de rappeler que ces gens-là aussi sont passionnés par ça, et quelque part ils sont aussi nos ambassadeurs. Oui, effectivement. Tu vois, parfois les gens oublient ça, mais j'amène pas un people dans l'émission pour amener un people. J'amène un people parce que lui aussi peut dire moi je suis monsieur Untel et je revendique que j'aime la voiture ancienne et que je voudrais qu'on continue à nous laisser rouler. Parce que le problème de la voiture ancienne aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de gens qui mettent tout qui jettent un peu tout d'un seul coup, c'est que la voiture ancienne, en règle générale, n'est plus utilisée comme une voiture de déplacement pour aller au boulot. C'est devenu un objet passionnel. Donc, de plus en plus, on va aller vers la séparation entre le véhicule de déplacement fonctionnel et une passion qui sert surtout à sortir le week-end, à aller se faire des pique-niques entre potes, faire des sorties de club, etc. Donc, je pense que ça n'est plus un problème. Surtout qu'on sait très bien que le kilométrage moyen en voiture ancienne est très faible. Et ce que je dis toujours, il y a un facteur évident, c'est les assurances. Si les assurances pour les véhicules de collection sont globalement pas très chères, c'est parce que les assureurs savent que les collectionneurs sont des gens qui font extrêmement attention, qui en général ont mis beaucoup de temps à restaurer leur voiture, donc ils y tiennent énormément, donc ils font vachement gaffe. Et donc, statistiquement, les accidents sont beaucoup plus rares. Il y a moins d'accidents, les voitures roulent mieux. Parce qu'on roule moins. Bien sûr. Et souvent, nos détracteurs sont ceux qui vont prendre l'avion 10 fois par an pour... voilà. Donc, il y a une chose... C'est vrai qu'il faut remettre les choses en perspective. Ça ne sert à rien de cracher sur l'automobile.
il faut revoir les choses un petit peu avec un peu plus de calme. Et moi, mon bilan carbone à titre personnel, je veux dire, le week-end, je me fais plaisir, je roule en auto ou en moto ancienne. Et la semaine, je roule en smart ou en scooter, qui sont tous les deux des véhicules qui consomment et qui polluent extrêmement peu. Bien sûr. C'est des véhicules récents qui polluent très peu. Et donc, j'assume le fait que ma très faible consommation carbone la semaine, oui, fait que je peux me faire plaisir le week-end en sortant ma DS pour aller faire 50 bornes. Voilà. Dans les projets, là, dans les jours qui viennent, hein, on est début juin, je sais qu'il y a quelque chose il y a quelque chose sur le feu. Alors, parle-nous de cette nouvelle émission qui arrive. Alors, en fait, parce que on a mis ça sur le net il y a quelques jours, donc les gens étaient un peu inquiets. Oui, mais tu arrêtes Vintage Mécanique. Non, alors, je n'arrête pas Vintage Mécanique, bien évidemment. Mais à côté de Vintage Mécanique, avec mon équipe, on a fait une nouvelle série de documentaires. Alors, c'est un format plus court, ce qu'on appelle un 26 minutes, qui s'appelle Nos Limites, et qui est, alors là, c'est pas sur la restauration de voitures, c'est des petits documentaires historiques et pratiques sur des véhicules d'intervention. Donc, on va éplucher tout ce qui est véhicules de police, gendarmerie, armée, pompiers, etc. Et donc, on a 2 soirées spéciales sur Automoto la chaîne, ex-AB Moteur, parce que la chaîne a changé de nom il y a 2 ans. Donc, c'était la chaîne qui avant s'appelait AB Moteur, que je connais bien puisque j'y ai travaillé il y a presque 20 ans. Donc, pour moi, c'est juste un retour sur cette chaîne où j'ai travaillé quelques années. Et donc, on fait cette série de documentaires un peu rigolo, décalés, où on a mis aussi un peu d'humeur, un peu dans l'ambiance de Vintage Mécanique, et où on va faire un comparatif entre la Jeep Willys et sa rivale de l'époque qui était le Kübelwagen de l'armée allemande, entre les 2 modèles principaux de la police américaine, entre le Half-Track et son rival. Enfin voilà, l'idée c'est ça. Il y aura plus tard d'autres épisodes sans doute avec d'autres types de véhicules, mais voilà, on essaie de faire un documentaire un peu rigolo et décalé, avec à la fois de l'historique, de l'humeur et un comparatif en fin d'émission où on compare avec le véhicule qui était un peu le rival du moment. Voilà. Donc la première soirée, c'est donc le 17 juin à 20h45 sur Automoto la chaîne. Automoto la chaîne, vous la trouvez facilement. Donc 3 épisodes. Et la deuxième soirée sera le mercredi d'après, donc le 24 à 20h45, toujours sur Automoto la chaîne. Et si vous les loupez, il y a des replays. Oui, après il y a des replays sur le site. Assez réguliers sur le site Automoto la chaîne, vous pouvez retrouver les épisodes. Et Vintage, le problème c'est que le Covid a eu un effet inattendu évidemment sur les émissions de télé, c'est qu'on a fait une audience formidable, forcément, encore plus que d'habitude, bien sûr, puisque les gens étaient tous devant leur télé, donc ce qui était très bien parce que du coup beaucoup de personnes ont découvert des émissions d'auto qu'ils ne connaissaient pas, dont la nôtre, mais pas que. Donc toutes les émissions de bagnole ont fait des scores formidables pendant le Covid. Grâce à ça, au moins il y a un côté positif. Par contre, il n'y avait pas d'annonceur évidemment en face. Et donc ces émissions-là vivent de la pub, c'est la pub qui paye ensuite le fait de tourner des saisons. Et donc comme les chaînes de télé ont un manque de rentrée d'argent, pour l'instant on est un peu coincé pour partir tourner. Voilà, c'est mathématique. Donc tout le contenu de la saison est prêt et on espère démarrer les tournages bientôt. Mais on est déjà un petit peu en retard. Oui, il y a un petit décalage. Bon, après, donc, rendez-vous en 2021. Oui, 2021 pour la suite. En attendant, on se retrouve sur les prochains événements. Le Tour Auto. Bien sûr. En GS. Alors, le Tour Auto en GS, pour les 50 ans de la GS. 50 ans de la GS, voilà. Moi, j'aime bien les anniversaires. Et elle est très belle. Elle est chouette. Elle est très, très belle. Elle est chouette. Donc, en fait, j'ai fait en 2018 les 70 ans de la 2 chevaux. En 2019, le centenaire de Citroën et les 85 ans de la traction. Cette année, les 50 ans de la GS, et puis ça continuera derrière. J'ai déjà des projets pour 2021, 22, 23. Qui sera copilote d'ailleurs? Alors, pour la GS, ça va être Olivier de Stefano. Ah oui. Et en assistance, mon mécanicien préféré. Ah, Monsieur Nicolas. Monsieur Nicolas. Monsieur Nicolas de Peanuts Butter. Voilà. Merci beaucoup François, on a vu un petit peu ta passion, tes projets. À bientôt sur RMC, sur Automoto la chaîne et dans Rétro Passion Automobile. Bien sûr. Retour aux sources. Retour aux sources. Alors tu vois Jacques, ce qui est bien sur cette voiture-là, ce qui m'a plu sur cette génération de DS, c'est que c'est la dernière série avec l'ancien look, donc l'ancien faciès, le premier, avec les petits Oscars qui se montaient à l'époque et qui donnent un petit côté un peu sportif. Un petit peu sportif, Et alors ce qui plaît souvent sur les fans de DS, c'est que le millésime 67, c'est le millésime charnière.
Oui. C'est le dernier millésime, comme tu le sais, avec la première façade avant les phares englobés. Et c'est le premier millésime avec le fameux liquide vert. Donc c'est le seul millésime, voilà, le LHM, c'est le seul millésime qui a à la fois déjà le liquide vert, mais encore l'ancienne face. Ouais. Et puis c'est vrai que moi la 21, bah, c'est le modèle intermédiaire entre la 19 et la 23. Moi, à titre personnel, j'adore le tableau de la 21. Ouais. Le tableau de la 19 était très futuriste pour son époque, mais assez simpliste, mais très très beau quelque part, parce que stylistiquement, c'était juste un ovni. Le tableau de bord de la 23, moi, à titre personnel, ça n'engage que moi, me plaît moins. Mais le tableau de bord de la DS21, pour moi, c'est ce que je préfère. Donc, j'ai eu vraiment cette chance d'acheter cette voiture évidemment, qui en plus, de par la date de sa fabrication, elle est faite pour toi. Elle est faite pour moi, mais elle a une super couleur, elle a un intérieur qui est magnifique. C'est vraiment la DS idéale. Et puis même les matriculations sont pesantes de cacahuètes. Et je n'ai pas été pistonné. Oui, c'est plus possible. J'ai bien calculé mon truc, mais je me suis pas trop mal démerdé. Et on ne peut pas encore acheter des immatriculations en France. Alors là, tu vois, ça c'est un truc, c'est un vrai sujet. C'est complètement débile qu'on ne puisse pas acheter, puisque électroniquement, c'est pas compliqué de caler les numéros. Et c'est pas impossible que ça se fasse. Ben, franchement, je veux dire, tu as des tas de collectionneurs qui seraient prêts à mettre, je sais pas quoi, 200 balles. Les Anglais et les Belges le font, Parce que c'est très simple, à partir du moment où un fichier électronique est centralisé. Maintenant avec le SIV, c'est très simple. SIV, si l'État voulait gagner un petit peu d'argent en disant voilà les collectionneurs qui veulent, je sais pas, le numéro 500, 911, c'est pas compliqué à faire. Non, c'est pas compliqué. Et franchement, je pense qu'une grosse partie des collectionneurs seraient super contents de pouvoir acheter ça, surtout comme le numéro devient définitif. Il n'y a plus de changement. Et ça ferait rentrer des sous. Mais ça ferait rentrer des sous. C'est tout simple, c'est tout bête. Voilà une idée qu'on propose. Voilà. On repropose. Voilà. Eh ben merci François. Donc tu vois, là au moins les plaques sont définitives et là ça vaut son pesant de cacahuètes.